18h32, on y va? On démarre, comme ça on reste bien dans le temps imparti. Bonsoir à tous, on est ravis de vous accueillir nombreux ce soir pour ce webinaire consacré à la fratrie d'un jeune en fragilité psychique. Je voulais vous faire un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'UNAFAM sur ce qu'est l'association. C'est une association de familles de personnes vivant avec des troubles psychiques dont les missions sont d'écouter, soutenir, former d'autres familles, lutter contre les préjugés et défendre les droits des personnes concernées et leurs familles. L'association est présente sur tout le territoire grâce à 1900 bénévoles et à une soixantaine de salariés. En 2023, ce sont près de 58 000 personnes qui ont ainsi été accompagnées par l'UNAFAM. Depuis quelques années, l'UNAFAM accueille de plus en plus de parents d'enfants et d'adolescents en difficulté psychique et a mis en place des permanences et des journées d'information spécifiques, notamment pour se positionner dans une démarche de prévention. On a initié en 2023 un cycle de webinaires à destination des parents de jeunes en difficulté. Et le webinaire de ce soir, Fragilité psychique d'un jeune, la fratrie mise à l'épreuve, s'inscrit dans cette dynamique-là. Alors, pour entrer dans le vif de notre sujet, lorsqu'un de nos enfants traverse une période de fragilité ou de difficulté psychique, nous sommes naturellement plus attentifs à lui, happés, déstabilisés souvent par la situation. L'organisation familiale en est impactée, nos autres enfants aussi, sans pour autant que nous le percevions toujours. Alors, comment repérer les signaux faibles, hein, comment parler aux frères et sœurs de celle ou celui qui traverse des difficultés psychiques, ce dont nous allons parler ce soir avec nos deux invités. Je vous présente Hélène Daftian. Bonjour. Psychologue clinicienne à l'UNAFAM. Hélène a développé depuis de nombreuses années son expertise autour de l'accompagnement des fratries, puis de l'entourage jeune des patients, les enfants, jeunes frères et sœurs, souvent qualifiés de jeunes aidants, mais que nous aimons à qualifier de jeunes proches à l'UNAFAM. En 2023, par exemple, elle a mené une recherche-action pour l'UNAFAM touchant 600 frères et sœurs qui a permis de mettre en évidence les retentissements des troubles psychiques sur les frères et sœurs, en particulier sur les plus jeunes. En 2003. En 2003, pardon, excuse-moi, c'est mes yeux. Je vous présente également Julien. Bonjour. Bénévole à l'UNAFAM, Julien, frère de 2 personnes vivant avec des troubles psychiques et aussi coordonnateur de l'un des groupes de parole frères et sœurs de Paris. Et donc nous allons, avec chacun avec Hélène et Julien, vous essayer de vous éclairer le plus possible sur les éléments que je vous ai présentés. Alors notre webinaire se déroulera en 2 parties. Une première partie, un peu comme ça, façon table ronde, je vais poser quelques questions, on va essayer de poser un peu tous ces sujets jusqu'à peu près 19h10, on va dire. Vous pouvez poser toutes vos questions dans la section Q&R hein, qui est en bas de votre écran. Je crois qu'on vous a mis ça dans le chat également. Et on aura une deuxième partie d'environ 45 minutes où là, du coup, on répondra à toutes vos questions. En tout cas, le plus de questions possible, c'est notre engagement. Voilà un petit peu le déroulé de ce webinaire ce soir. Je vois que vous êtes déjà 200 à vous être connectés, c'est formidable. Donc, du coup, la première question que j'ai envie de poser, c'est à Hélène, que j'ai envie de la poser, c'est peut-être déjà qu'on se dise qu'est-ce que ça concerne la fratrie. Comment est-ce qu'on peut définir une fratrie? Qu'est-ce qui s'y joue de particulier qui peut éclairer notre thématique de ce soir? Pour répondre à ça, je vous invite à réfléchir à votre fratrie, peut-être celle où vous êtes avec vos frères et sœurs, ou celle de vos enfants que vous pouvez observer, ou même une fratrie imaginaire. Moi, je prends souvent l'exemple des frères Dalton, par exemple, parce que tout le monde connaît, pour penser un peu qu'est-ce que c'est être frère et sœur, en fait. Et on pourrait dire que la définition la plus minimaliste, c'est que son frère ou sa sœur, c'est celui dont le nom est à côté du sien dans le livret de famille. Et ça pourrait s'arrêter là. Mais comment on devient des frères et des sœurs, ça c'est vraiment plus un processus. Et c'est intéressant qu'on s'arrête un petit peu là-dessus
pour comprendre en fait pourquoi les frères et sœurs ne réagissent pas forcément de la même façon que les parents. Et bah, au démarrage d'une fratrie, il y a d'abord un enfant tout seul avec ses deux parents. Parfois, il était très bien tout seul. Et va arriver un deuxième, donc que Lacan a qualifié d'intrus. Et donc, il va devoir composer avec cet intrus. Et pour le petit va arriver dans un territoire déjà occupé, et lui va devoir trouver sa place dans ce territoire occupé. Donc, on voit déjà que la relation fraternelle, elle impose de fait un peu de rivalité. Enfin, c'est pas toujours facile, et les parents de petits-enfants le savent très bien. Les jalousies, les tensions dans les fratries d'enfants petits, et toute cette question de où est ma place, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à toi. Donc, il y a ce que nous, dans notre jargon psy, on appelle le jeu de l'identification et de la différenciation, c'est-à-dire qu'avec son frère, on va s'identifier, on va se jauger, on va se séparer, on sait qu'on se ressemble, mais on n'a pas envie d'être tout à fait pareil. Et donc, on pourrait dire que le frère ou la sœur, c'est à la fois un même et un autre, un rival et un complice, quelqu'un dont on est souvent très solidaire. Quand on attaque la fratrie en tant que groupe, la fratrie réagit. Et aussi quelqu'un avec qui on est en compétition. Donc, c'est tout ça, un frère. Et quand je vous parle de ce jeu d'identification, séparation, en fait, il se rejoue tout le temps dans la vie des fratries, même des fratries âgées. Je pense notamment au moment du départ des parents, de la question de l'héritage. Tous ces jeux se réactivent très, très fort. Alors, donc on peut dire que le frère est comme un miroir qui, du fait de ce jeu, va nous renseigner sur nous-mêmes. Et ben, ce miroir, quand on devient malade, il est très important. Et, et il est très troublant pour celui qui va bien de voir ce miroir changer aussi. Donc c'est finalement, quand les troubles arrivent, il y a une espèce d'activation, de tension de ce miroir, en fait, qui fonctionne plus comme avant. Et donc là, c'est peut-être comment on va réussir à apaiser cette tension, mais qui va de fait, en fait. On ne peut pas tellement éviter. D'accord. Merci Hélène. Julien, est-ce qu'il y a des choses est-ce que tu te retrouves dans en tant que frère, dans cette définition que Hélène nous donne? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais compléter? Bien sûr. Après, déjà pour me présenter, Oui. puisque tu disais que j'étais le frère de deux personnes malades. Donc, juste pour me présenter rapidement, moi j'ai 44 ans et j'ai trois grands frères, dont deux grands frères qui sont malades depuis maintenant 20 ou 25 ans. Donc, je me suis vraiment construit toute ma vie, j'ai vécu avec ça. Donc, mon expérience n'est évidemment que mon expérience. Et aussi le fait d'animer, enfin d'avoir été membre, comment dire, de participer en tant que frère à des groupes de parole spécifiques aux frères et sœurs, puis en animant, en coordonnant avec d'autres personnes, d'autres bénévoles, ces groupes m'a apporté aussi d'autres témoignages, etc., que je vais essayer de partager avec vous ce soir. Pour en revenir à ce que disait Hélène, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec elle. Je rajouterai juste peut-être de mon point de vue deux choses qui sont importantes. Je pense que quelque chose qui me venait comme ça à l'esprit, c'est que je pense que si être frère et sœur, c'est avoir les mêmes parents. Et c'est-à-dire que vous êtes confrontés ensemble
aux mêmes difficultés vis-à-vis de vos parents, que vous allez gérer peut-être de façon différente, qui vont vous impacter de façon différente. Vous allez vous inquiéter aussi pour eux, vous allez peut-être leur reprocher certaines choses. Donc ça, c'est une première chose, je pense, qui fait aussi la fratrie. Et après, quelque chose que nous, on dit souvent dans les groupes de parole spécifiques aux frères et sœurs, c'est qu'il y a une spécificité aussi importante par rapport aux parents, c'est que les frères et sœurs n'ont pas de responsabilité légale vis-à-vis de leurs autres frères et sœurs. Et ça a une importance, c'est très important pour toute la vie qu'on va passer en étant proche d'un malade, à différents stades, on aura sûrement l'occasion d'en parler. Mais par contre, je terminerai là-dessus, c'est que même si on n'a pas d'obligation légale, on va, ou pas, ça dépend, se créer des obligations émotionnelles ou morale très forte vis-à-vis de ce frère ou de cette sœur. Et être impacté, évidemment, dans la vie quotidienne par ce qui peut se passer pour les frères malades. Bien sûr. C'est la partie émotionnelle dont tu parlais? Oui, la partie émotionnelle, je pense qu'elle est vis-à-vis de son frère ou de sa sœur, mais elle s'exprime vraiment à plein de niveaux différents. Il y en a qui vont se sentir responsables, d'autres non. Il y en a qui vont être touchés, d'autres non. Il y en a qui vont faire, comment dire, un peu une mise à distance, d'autres non. Et il y a aussi, je pense, il y a la responsabilité émotionnelle vis-à-vis des parents. Que là aussi, on va ressentir plus ou moins forte, mais je sais qu'aussi, cette détresse, comment dire, cette incapacité de pouvoir aider ses enfants, les autres enfants vont aussi la ressentir. Encore une fois, à différents degrés, hein. Donc voilà, oui, c'est un truc, comme on sait tous, hein, qui vient chambouler toute la famille, les parents et évidemment les frères et les sœurs. Et du coup, on me glisse dans l'oreillette que quelqu'un, un participant souhaiterait qu'on cite des exemples de troubles psychiques. Peut-être faire un petit rappel, en effet, ça peut être bien, une femme, les troubles psychiques les plus courants dans l'association, ce sont les schizophrénies, les troubles bipolaires, beaucoup, dépression sévère, les troubles anxieux. On commence à parler de plus en plus aussi de troubles borderline. Voilà un petit peu les troubles dont on parle là. Ouais. Après, c'est vrai que la question du diagnostic, quand on s'adresse à des jeunes frères et sœurs, très souvent ils n'ont pas accès au diagnostic. On ne leur adresse pas forcément une information, donc ils entendent des choses. Moi, j'ai le souvenir de nombreux frères et sœurs qui m'avaient dit quand je vais à l'hôpital, je trône dans la salle d'attente et j'espère qu'on va venir me parler. Mais en fait, ils ne sont pas forcément perçus comme des interlocuteurs légitimes pour recevoir une information. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi de troubles psychiques, pour que la question du diagnostic ne soit pas un barrage, notamment pour aller dans les groupes. Il n'y a pas une obligation d'avoir un diagnostic référencé de son frère ou de sa sœur pour entrer dans un groupe à l'UNAFAM. C'est vraiment beaucoup plus sur la situation et le vécu. Il y a beaucoup de personnes, de frères ou de sœurs qui viennent, nous, au groupe de parole. Beaucoup n'ont pas de diagnostic précis. Certains, pour eux, c'est une difficulté parce qu'ils aimeraient avoir cette information. D'autres, comment dire, n'en font pas une chose extrêmement importante. Mais oui, c'est très fréquent de ne pas avoir de diagnostic précis. Mais l'important, c'est de voir qu'il y a une souffrance, une difficulté, et c'est ça qui est le plus important, en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que là, ce soir, on s'adresse quand même d'abord aux parents de jeunes en fragilité ou en difficulté psychique. Ces fragilités ou ces difficultés psychiques émergentes, elles n'ont pas forcément un diagnostic de toute manière. Donc, c'est important, c'est la souffrance et tout ce qui va s'exprimer autour. C'est de ça qu'on parle, en fait, beaucoup là, ce soir. Ouais.
Le problème, c'est quand on détient une information qu'on n'est pas censé détenir, en fait. Et Pour les enfants, tu veux dire? oui, c'est-à-dire que quand on n'a pas l'information qu'on a besoin, ben on va la chercher. Et c'est les témoignages que j'ai en tête, mais des jeunes qui me disaient, ben moi, en fait, j'ai attendu qu'il n'y ait personne chez moi. J'ai fouillé dans la boîte de neuroleptiques. J'ai vu schizophrénie, donc mon frère est schizophrène. Bah, c'est pas si simple que ça, en fait. Et c'est très ennuyeux à ce moment-là, il y a besoin d'informations claires. Est-ce que, Julien, tu évoquais tout à l'heure ton expérience de coordonnateur de groupe de parole. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quels sont les questionnements, les préoccupations qui reviennent régulièrement de la part des frères et sœurs que tu rencontres, que tu accompagnes, hein? En fait, les questionnements, ils sont vraiment multiples. Ils dépendent aussi beaucoup de l'âge de la personne, du frère ou sœur, et surtout de l'état d'avancement du trouble de leur frère ou de leur sœur. Et de la prise en charge, j'imagine aussi. Et de la prise en charge, mais on va dire, pour schématiser, hein, évidemment, il y a d'abord une première phase qui est souvent une phase d'incompréhension, qui peut être extrêmement douloureuse parce qu'elle impacte vraiment, elle fait exploser toute la famille. Aussi, il peut y avoir un sentiment, ce qu'on disait aussi de culpabilité, c'est-à-dire de voir son frère ou sa sœur qui souffre. Pourquoi lui il souffre et moi je ne souffre pas. Il y a aussi la question de trouver la bonne place, comment je trouve la bonne place, la bonne distance vis-à-vis de mon frère ou de ma sœur. Parfois je vais utiliser le terme frère parce que c'est celui qui me concerne, hein, mais évidemment ça s'applique aux frères et aux sœurs. Aux sœurs aussi. Donc trouver la bonne distance, est-ce qu'il faut que je m'éloigne pour me protéger? Est-ce que si je m'éloigne, je vais me sentir coupable de m'être éloigné, de pas avoir été là pour mon frère ou ma sœur? Est-ce que je vais me laisser par contre happer par ça au point finalement de me mettre moi en retrait, mes besoins, mes désirs, etc. Il y a aussi donc des questionnements dans ces groupes de parole qui viennent sur les gestions de crise, parce qu'il y a des moments de répit, évidemment, des moments d'équilibre, il y a des moments de crise très fortes. Là, c'est peut-être même le plus dur parce que c'est extrêmement stressant et généralement, on ne sait pas trop quoi faire, à qui s'adresser, comment trouver la solution pour aider une personne qui parfois en plus refuse cette aide, en tout cas de cette manière. Et après, il y a aussi beaucoup des gens qui viennent, et c'est un peu le dernier questionnement que j'évoquerai, à un stade plus avancé, c'est-à-dire par exemple des personnes adultes, soit qui ont été là assez présents pour leur frère ou leur sœur, ou qui avaient pris une distance, et se posent la question de l'après-parent, si je peux exprimer ça comme ça. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passera quand mes parents ne seront plus là pour s'occuper ou aider mon frère ou ma sœur, ou qu'il faudra que je m'occupe d'eux et en plus aider mon frère ou ma sœur. Donc ça, c'est aussi un questionnement qui arrive plus tard, mais qui peut être très, comment dire, très difficile et très sourd. Et évidemment, il n'y a pas de solution comment dire, univoque. Voilà. Je pense quand même que le questionnement, peut-être qu'on n'entend pas trop dans les groupes une femme, puisque c'est quand même des jeunes adultes, mais le questionnement quand on est adolescent, c'est-à-dire quand on traverse son adolescence en même temps que son frère ou sa sœur qui devient malade, là, il y a quand même une grosse question sur comment je vais sortir de ça, comment je vais traverser ça. Évidemment que ce n'est pas une maladie contagieuse, mais il y a des formes de contagiosité psychique. L'angoisse, c'est contagieux. La maladie n'est pas contagieuse, mais l'angoisse, ça, c'est quelque chose de parfaitement contagieux. Et il y a des situations de vie extrêmement angoissantes. Et là, je pense qu'il faut être attentif à ce que
l'étrangeté de l'adolescence ne vienne pas dans ce miroir dont je parlais, justement en miroir avec l'étrangeté de la maladie. Et là, on n'arrive plus trop à savoir qu'est-ce qui est à soi, qu'est-ce qui est à l'autre. Et dans ces moments-là, je crois que c'est important de trouver un interlocuteur, en fait, pour pouvoir un peu décrypter tout ça. Et pas se retrouver dans des histoires où on peut être du côté des fratries collées, des destins collés, hein, ou des fratries. C'est pour ça c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de fratries, de frères et sœurs qui partent loin, c'est parce que ça peut être trop fort, hein. Donc ces mouvements-là, ils sont importants à comprendre. Pourquoi parfois la distance est Nécessaire. nécessaire. Oui. Et j'ajoute à ça que, évidemment, qu'il y a des frères ou des sœurs qui ont été extrêmement proches avant l'arrivée de la maladie, et du coup, c'est d'autant plus difficile pour le jeune frère ou sœur qui n'est pas malade, ou en tout cas, enfin, qui ne souffre pas du même trouble. Et par exemple, on a aussi le cas de jumeaux, par exemple, aussi. Et évidemment que tout pousse à une certaine fusion des jumeaux. Et du coup, oui, effectivement, quand l'un des deux souffre de ces troubles, c'est extrêmement difficile de trouver sa place, de ne pas se laisser emporter par la douleur de la personne dont on a été si proche. Absolument. Merci pour ces éclairages-là. Du coup, à travers ce que vous dites, on comprend bien que même si on est déstabilisé par la situation, un peu envahi par tout ce qui se passe avec l'arrivée de fragilité, de difficultés psychiques d'un de ses enfants, il faut être attentif aux autres encore plus, même si parfois ils peuvent comme s'effacer ou être le plus discret possible ça ne veut pas dire que c'est... Oui, ben, peut-être je peux reprendre Oui. des éléments qui étaient apparus donc, dans l'enquête que j'avais menée auprès de 600 frères et sœurs. Et déjà, les répondants allaient de 10 ans à 79 ans, ce qui dit beaucoup de la relation fraternelle, hein, qui est souvent la relation la plus longue de la vie. Voilà, toute une traversée de vie, un compagnon de route, hein, frère ou sœur. Et ce qu'il disait, enfin, ce qui est apparu dans cette enquête, c'est déjà qu'ils étaient 54% en moyenne, quel que soit l'âge, à estimer que la maladie de leur frère ou de leur sœur avait eu des répercussions sur leur propre santé. Et leur processus, comment ils s'adaptent, comment ils font face à ça, on repérait 3 grandes tendances. La première, j'en ai un peu parlé, c'est le besoin de prendre de la distance, de s'éloigner. Hier, il y a quelqu'un qui me disait de pause relationnelle, voilà, faire un break un peu comme faire un break relationnel. Ça un peu, c'est pour pouvoir se construire soi-même. Voilà, c'est le besoin de... il y a beaucoup de travaux, c'est des travaux anciens en psychiatrie, mais sur le niveau d'émotionnalité dans les familles. Quand ce niveau monte, bah, comment on le fait baisser? Bah, parfois, une des façons de le faire baisser, c'est de s'éloigner un petit peu. Ça, en fait, ça peut paraître paradoxal, mais le fait de s'éloigner protège la relation. Alors que peut-être si on reste proche, là, ça peut être des ruptures beaucoup plus... ça veut dire partir avec beaucoup de culpabilité, s'abîmer en fait dans ce départ. Alors que si on s'éloigne, on peut après se rapprocher. Et donc ça, c'est important de comprendre ce besoin qui est un besoin un peu différent. Je pense qu'on peut imaginer bien sûr que pour les parents, il y a un besoin de repos par rapport à la charge qui est énorme. Pour les frères et sœurs, c'est vraiment plus un besoin de se recentrer et de sortir de cette tension spéculaire, c'est-à-dire de représenter pour son frère ou sa sœur malade une espèce de pôle identificatoire et soi-même de voir son frère qui nous ressemble
se fragiliser. Et donc, le deuxième façon de faire face des frères et sœurs, en fait, c'est le besoin d'expérimenter leur santé mentale, de la mettre au défi. Et parfois, ça passe par en tout cas des expériences qui peuvent être assez dangereuses. Dans l'enquête, beaucoup de frères et sœurs disaient que voilà, ils avaient fait des expériences, notamment des voyages dans des conditions assez rocambolesques, voire plus, des fréquentations de groupes un peu, voilà, enfin, en tout cas, aller vers ça et revenir entier, bah, finalement, on se dit, c'est bon, ma santé mentale, elle tient le coup. Et la troisième façon de faire face, alors là, oui, ça concerne souvent les plus jeunes, c'est l'effacement, en fait, le repli, peser le moins possible. Et Julien parlait de l'inquiétude pour les parents. Ben, finalement, ne rien demander, être le plus discret possible, s'effacer. Et parfois, le problème quand on s'efface trop, c'est que ben, ça peut avoir des effets sur l'égalité des chances, les apprentissages, sa vie à soi. Voilà. Donc, je pense qu'il faut être très attentif aussi aux enfants qui s'adaptent trop. Il y a tout un mouvement actuellement, on parle de l'accommodation familiale. Ben, en fait, ceux qui s'accommodent le plus, c'est les enfants. Et c'est pas toujours bon. Très bien. Est-ce que Oui, tu as une réaction, Julie? alors déjà, par rapport à l'effacement, enfin, dont tu parlais, l'accommodation, moi, je voulais juste partager mon expérience personnelle, qui est un cas un peu, comment dire, extrême. Donc, moi, je suis le dernier d'une fratrie de 4 garçons. Donc, mon deuxième frère, enfin le deuxième dans la fratrie, a eu des troubles qui ont eu ce qu'on appelle des effets, enfin comment dire, euh, positifs dans le sens où c'était très violent, des crises, etc. Et du coup, ce frère-là, malgré lui, hein, a, comment dire, reçu toute l'attention parce qu'il y avait des crises et qu'il fallait gérer ces situations de crise très difficiles de la part de mes parents qui ont fait évidemment ce qu'ils ont pu, hein. Et du coup, mon troisième frère, le troisième dans la fratrie, euh, lui, il a eu, comment dire, un trouble beaucoup plus sourd où il faisait pas de vagues, etc. Et comme évidemment qu'il fallait gérer les crises, il y a eu moins d'attention sur ses difficultés à lui. euh, et du coup, lui, il s'est enfermé aussi dans un trouble qui est devenu de plus en plus profond, au point de devenir, comment dire, un handicap pour lui. Euh, donc voilà, après, je ne sais pas si on aurait pu faire autrement et que peut-être qu'il n'y avait pas d'autres choses à faire, hein, mais et à côté de ça, vous avez aussi, moi je considère que je n'ai pas fait spécialement de vagues non plus et je me suis adapté, mais pour autant, j'ai réussi à, comment dire, à mener ma vie comme j'ai voulu et voilà. Donc évidemment, il n'y a pas de solution parfaite et on peut pas savoir comment les choses évoluent, mais effectivement, c'est un risque. Encore une fois, un risque un peu extrême. Et juste, je voulais rebondir sur quand tu parlais de l'éloignement. Moi, je sais que c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup. Moi, je sais que je me suis éloigné à un moment pour mes études de ma fratrie. Voilà. J'ai un autre frère qui s'est éloigné pour des raisons qui lui sont propres, hein. Mais en fait, lui, il n'est jamais revenu. Donc, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a une différence entre s'éloigner et effacer ou se désintéresser. Je pense que c'est important, même si on prend de la distance, enfin en tout cas moi c'est un conseil que j'aurais, pour les frères et sœurs en l'occurrence,
et peut-être pour les parents qui nous écoutent, c'est même si on s'éloigne, et c'est tout à fait légitime, ça peut être très sain de prendre la distance par rapport à sa famille ou à son frère et sa sœur, de se garder informé et de garder un lien malgré tout avec son frère ou sa sœur, parce que quand vous voudrez revenir, si vous avez l'intention de revenir, en fait, ça ne dépendra pas que de vous. Et si votre frère ou votre sœur malade a l'impression que vous êtes devenu un étranger, ça sera plus difficile après pour recréer ce lien si vous le souhaitez. Donc, il faut trouver encore une fois la bonne distance, et c'est pas facile pour un frère ou une sœur. Alors peut-être un parent restera toujours un parent, quoi qu'il se passe, et c'est peut-être une différence qu'on peut voir. Mais voilà, il faut à la fois prendre cette distance pour se protéger, et je crois, en tout cas c'est ma conviction, ne pas couper totalement les ponts. C'est un conseil que j'aurais en tout cas. Voilà. Très bien. Moi, ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est que, qui rejoint notre sujet, c'est qu'il faut être quand même très attentif, malgré tout, sans en faire une fixation, j'ai envie de dire, aux frères et sœurs, quand il y a aux signes, soit de repli, soit de mise en danger, soit il peut y avoir différents types de signes en fonction des âges. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'il y a une manière de le faire? Comment on s'y prend pour accompagner? Enfin, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, et surtout quand on est parent, on n'est certainement pas bien placé pour ça. C'est super difficile parce que toutes les injonctions, en tout cas quand on est adolescent, fin de l'adolescence, toutes les injonctions à consulter un psy vont être entendues comme « donc tu me vois fragile ». Donc je résiste, donc je vais certainement pas aller voir un psy en fait, si c'est posé comme ça. Et donc ça c'est compliqué parce que les parents peuvent se dire que ce serait bien, mais il faut trouver d'autres chemins. Alors moi je trouve que le chemin des groupes de parole est un très bon chemin parce que c'est un espace d'échange sur l'expérience vécue. Et là, on n'est pas encore même si il y a des psychologues qui co-animent les groupes de parole, mais ils ne sont pas à une position de soignants. Je pense aussi qu'une association de famille comme l'UNAFAM, parler à un psy de l'UNAFAM, c'est pas la même chose que parler à un psy du CMP. C'est-à-dire qu'on ne va pas être vu en tant que frère ou sœur dans une approche diagnostique, mais dans une approche de situation de vie. Donc ça, je pense que ça peut être sécurisant pour les jeunes. Et puis peut-être on peut parler du partenariat qu'on est en train de développer avec la pause brindille, où là, c'est aussi une communauté digitale. Voilà, c'est une association qui développe une communauté d'entraide entre jeunes aidants et toutes pathologies confondues. Mais nous, on va travailler avec eux à sensibiliser sur les pathologies dont on parle, donc dans le champ de la santé mentale. Et voilà, peut-être aller dans des espaces comme ça, qui sont des espaces d'entraide, pour aller plus loin si on a besoin, mais en tout cas, peut-être ça sort du questionnement. On me dit ça parce qu'on me voit comme fragile, alors que justement, je suis en train de résister contre ça. Et je me souviens les premiers groupes fratries qu'on faisait, où c'était des groupes très ouverts avec beaucoup de monde. Je me souviens encore d'un jeune, il devait avoir 18 ans, et il s'est levé, il a regardé tout le monde, et il a dit bon, bah, vous voir me rassure, en fait. Donc, vous voyez, ça refait l'histoire du miroir, en fait. C'est voir d'autres comme moi dans la même situation, qu'est-ce qu'ils me disent de moi. Et je pense que ça lui a suffi, en tout cas, je ne l'ai jamais revu, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant. Voilà, il a dit, je suis venu pour ça, je vous regarde me regardant, et ça me rassure sur moi. Voilà. Et je pense que dans les groupes de parole, il peut y avoir un peu de ça, de
cette confirmation par le regard des autres frères et sœurs que ça va. Et c'est parfois, enfin moi je suis psy et je préconise pas à tous les frères et sœurs d'aller consulter un psy. Par contre, je pense que quand c'est le moment, il faut y aller. Voilà. Je suis d'accord avec toi dans le sens où, d'abord, surtout quand on est jeune, frère ou sœur, et qu'on est confronté à ça pour la première fois, que souvent les parents sont confrontés à ça pour la première fois, ben on se sent très seul en fait. Et nous, on le voit donc dans les groupes de parole frères et sœurs, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent, comment dire, ça leur apporte de l'apaisement et du soulagement de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont confrontées aux mêmes problématiques, qui passent par les mêmes difficultés, les mêmes doutes, les mêmes questionnements. Euh, pour aussi compléter sur les groupes de parole en général, d'ailleurs, enfin moi je parle spécifiquement pour les groupes de parole frères et sœurs. Euh, Moi je pense, c'est mon point de vue, peut-être que d'autres ne partageront pas, mais je pense que les groupes de parole de frères et sœurs, c'est aussi intéressant sur le long terme et pas uniquement quand il y a des crises. C'est-à-dire que, et moi par exemple, c'est pour ça avant donc d'être un des coordinateurs, j'ai aussi été membre pendant longtemps. Enfin, j'ai assisté au groupe de parole comme la plupart des gens. Et je sais que assister à ces groupes de parole quand les choses sont à peu près apaisées, ça permet d'avoir l'esprit assez tranquille pour réfléchir à cette situation, de ne pas être juste dans la réaction et dans trouver des solutions à l'urgence, dans la détresse, et de réfléchir et justement d'être mieux armé pour quand ces crises arriveront, si elles reviennent, et d'avoir une réaction peut-être un peu moins difficile et un peu moins douloureuse. Donc oui, évidemment que moi, je conseille à tout le monde de venir à des groupes de parole. C'est en plus souvent peut-être moins, plus, comment dire, plus chaleureux que d'aller voir un psy. Et c'est des gens qui sont comme vous, comme nous. Il y a des pleurs, il y a des rires, il y a beaucoup de partage. On parle aussi, alors là je parle vraiment parce que moi, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que dans les groupes de parole frères et sœurs, alors j'ai pas fait d'études statistiques, mais je pense qu'il y a peut-être au moins un quart du temps qui est consacré à parler des parents. C'est-à-dire que les problématiques du frère ou de la sœur ne va pas être uniquement vis-à-vis de son frère ou sa sœur, mais c'est aussi vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses autres frères et sœurs, etc. Donc, euh, c'est important d'avoir quelqu'un avec qui on peut parler de ça. Évidemment, après, si on a vraiment des troubles, enfin des difficultés énormes, on peut aller voir un psy, hein, ça l'un n'empêche pas l'autre. Mais, On n'est ou pas pas. obligé d'avoir des Mais difficultés énormes, c'est juste si on a besoin. voilà, exactement. Il faut en ressentir le besoin. Et puis en plus, un groupe de parole, c'est beaucoup moins cher qu'aller voir un psy. Aussi, Oui, je pense que c'est une donnée importante. Et c'est voilà. impressionnant, peut-être aussi au Aussi, départ. aussi. Ouais, ouais. Bon, après, c'est toujours un peu le premier. La première fois, ça fait toujours un peu peur, mais après, une fois qu'on voit qu'on est face à des gens bienveillants. Mm. Et alors, du coup, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, enfin, peut-être aussi pour par les participants, comment toi, c'est quoi ton chemin par rapport à ça? C'est-à-dire que tu as commencé par participer à un groupe de parole pendant plusieurs années et tu es devenu coordinateur à un moment donné. Oui, en fait, alors le truc, c'est que moi, au départ, j'ai commencé quand j'étais plus jeune, et je crois que d'ailleurs, c'est à peu près le moment où j'ai fait la connaissance d'Hélène. J'ai commencé à aller au groupe de parole. J'étais jeune adulte. Je me sentais, je suis allé un peu comme ça, mais je me sentais pas spécialement, comment dire, impliqué. J'avais pas spécialement envie. Et puis j'avais peut-être sûrement d'autres occupations ou d'autres centres d'intérêt. Et puis, comme je disais, j'ai pris une certaine distance aussi vis-à-vis de ma famille, parce que ma famille me le permettait aussi. Hein. C'est pas le cas malgré tout. Des fois, on voudrait prendre de la distance et on peut pas, parce que la famille ne le laisse pas où on ne se l'autorise pas. Et après, je suis revenu, et moi, c'est vraiment au moment où j'ai pris la décision d'être plus proche de ma famille
et d'être plus là pour eux. En parallèle, j'ai décidé d'aller au groupe de parole. Et puis aussi, c'est parce que je suis tombé sur des coordinateurs et des bénévoles, euh, comment dire, qui m'ont donné envie de rester et qui m'ont apporté plein de choses. Et voilà, et donc j'y allais vraiment fréquemment. Encore une fois, comme je disais, je pense que c'est intéressant d'y aller pas uniquement quand il y a des crises. Et après, comme heureusement ou malheureusement, il y a de plus en plus de frères et sœurs qui souhaitent assister au groupe de parole, il y a de plus en plus il y a d'autres groupes qui se sont ouverts parce qu'on essaye de ne pas être trop nombreux à ces groupes pour que chacun puisse vraiment s'exprimer. C'est à peu près combien? Bah, généralement, on essaie d'être 6, 7, D'accord. donc c'est quand même très raisonnable sur 2 heures. Chacun a vraiment le temps de s'exprimer. Et c'est tous les combien, groupe de Et parole, c'est pour une fois donner une par idée mois. aussi, une fois par mois. Généralement, alors il y a des groupes en présentiel, généralement c'est le 3e samedi du mois. Mhm. Il y a des groupes en visio qui sont à peu près à la même période, mais le jour peut varier un petit Mhm. peu. Visio, c'est important aussi parce qu'il y a des gens qui peuvent difficilement Mhm. accéder, venir à Paris. Il y a des groupes aussi en dehors de Paris. Et il y a des Oui, groupes je- en je- dehors de Paris, tout Moi, à fait. J'allais le je suis préciser, sur un bien groupe sûr. en Aquitaine, par exemple. Tout à Voilà. fait. C'est plus pour donner une idée de la régularité, Tout à du temps que fait. ça prend. C'est important aussi d'avoir chacun. Tu as tout à fait raison de le préciser, c'est vraiment pas que à Paris. Moi, je parle parce que je suis parisien. Et donc, c'est une fois par mois. Et voilà, donc on m'a demandé d'être l'un des coordinateurs et j'ai accepté. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement parce que ça m'intéressait. Puis c'est aussi une façon un peu de rendre ce que moi j'y avais trouvé. Et puis c'est souvent très intéressant, parfois c'est triste, hein, mais c'est souvent très intéressant d'écouter les témoignages, les questionnements, les situations de chacun. Voilà. Et il y a souvent des échanges passionnants et parfois très beaux. Super. Eh ben, merci beaucoup. Oui, donc on précise que les groupes de parole frères-sœurs, il y en a plein en France, organisés par l'UNAFAM. On n'a pas de liste à vous communiquer, mais nos délégations départementales sont accessibles et bien sûr, on vous donnera toutes les informations en fin de webinaire pour que vous puissiez aller, enfin plein de ressources en fin de webinaire pour que vous puissiez continuer à vous informer. Est-ce que je peux juste Oui, bien sûr. ajouter un petit truc? Oui, bien sûr. Parce que moi, il y a quelque chose auquel je crois vraiment, et je pense que c'est souvent difficile d'en avoir conscience. C'est que, évidemment, que avoir un frère ou une sœur ou un enfant qui a un trouble psychique, ça peut être extrêmement douloureux. On peut passer par des situations vraiment horribles. Il peut y avoir une énorme culpabilité, une énorme tristesse, etc. Mais moi, en tout cas, je pense que en parallèle de cette souffrance, il faut essayer de voir ce que la maladie psychique ou le trouble psychique de notre proche peut nous apporter. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas difficile, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas, comment dire, douloureux, mais de voir aussi, et je pense notamment par rapport aux parents, de ne pas, comment dire, cacher à leur autre enfant trop d'informations. Alors évidemment, il faut leur donner l'information de façon juste, C'est important ça. mais de se dire que en fait, ça peut leur apporter des choses dans leur vie et d'être confronté à une altérité très forte, quelque chose des personnes qui sont pas dans la norme, qui ont une façon de voir la vie différente, de vivre différent. Ça peut être aussi, en plus de cette souffrance, quelque chose qui va enrichir et peut-être rendre leur enfant plus fort. Voilà. Oui, je crois aussi, en fait, toute épreuve peut faire grandir, malgré tout. Et oui, d'ailleurs, je dis malgré tout, mais c'est parce que ça me touche beaucoup la signature de Vincent Van Gogh quand il écrit à son frère Théo. Il signe Vincent, ton frère quand même. Mhm. Voilà. Et je trouve que voilà.
Voilà. C'est pour illustrer le malgré tout. Voilà. Merci Hélène. Merci Julien. On va continuer à parler de tout ça, bien sûr. On va peut-être prendre vos questions maintenant, parce que je vois qu'il est déjà 19h17. Alors, peut-être une première question. Comment on en a parlé déjà un petit peu, mais on a évoqué ce sujet. Mais comment expliquer à une personne malade, une jeune personne qui souffre de troubles psychiques, le besoin de distance de son frère ou de sa sœur? Ça, c'est le miroir inverse de ce qu'on a Ouais. parlé tout à l'heure. Mais parfois, celui qui est malade aussi a besoin de distance. Je pense qu'il y a de la réciprocité là-dedans. Il peut peut-être pas le dire, mais c'est pour ça que je trouve, c'est justement une enfant de personne malade hier qui me disait le droit à la pause relationnelle. Je trouvais ça assez intéressant parce que c'est le besoin de sortir de la tension, en fait. Et ça, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Et voilà, moi, je renverrai un peu la question à celui qui est malade. Est-ce que lui aussi n'aurait pas besoin de distance? Hmm. Bon, c'est une manière de faire. Ouais, je pense. Mais parce que en fait, c'est souvent le cas. Ok. On pense toujours qu'il faut être auprès de la personne malade, mais ce qui est vrai, bien sûr, ça a toujours ce mouvement-là, la souffrance de quelqu'un dans une famille, mais il n'est pas dit qu'un peu d'espace ne fasse pas du bien à tout le monde. Mais s'il y a vraiment incompréhension, c'est ce que j'entends un peu dans cette question, s'il y a une incompréhension. C'est difficile de mettre, il n'y a Oui. pas de généralité, En bien fait, sûr. c'est pas de la distance par rapport à une personne, c'est de la distance par rapport à une situation de vie qui est difficile à vivre. Voilà. Donc, on n'est pas dans quelque chose, dans un rejet relationnel, on est dans quelque chose qui est, voilà, une distance par rapport à une situation qui est trop chargée. Et puis, encore une fois, je pense que distance ne veut pas dire désintérêt. Et je pense que, par exemple, déjà l'expliquer à la personne, à l'enfant malade, que c'est pas parce que son frère ou sa sœur part ou qu'il se désintéresse. Et aussi, je pense, malgré tout, que expliquer à l'enfant qui prend cette distance que son frère ou sa sœur a besoin d'être rassuré. Et, euh, et du coup, ça passe des fois par pas grand-chose, hein, mais le problème, c'est ça, c'est qu'on est un peu dans le tout ou rien, c'est-à-dire qu'on est souvent très fusionnel et du coup, après, on n'en peut plus et là, on prend une distance incroyable. Donc, alors qu'il vaut mieux finalement essayer de trouver, alors c'est pas facile, hein, évidemment. La bonne distance, La c'est ça. bonne distance. Il ne faut pas oublier que ça va dans le sens de la vie quand même. On crée une famille et cette famille, elle, petit à petit, chacun s'émancipe. Donc, il ne faudrait pas quand même freiner le sens de la vie sous prétexte de la maladie, parce que là, ça va créer d'autres problèmes. Alors, on a une autre question, un peu différente et en même temps, comment faire comprendre la survenue brutale d'un trouble psychique d'une sœur à un frère qui est plus âgé. Alors, on n'a pas d'âge, on n'a pas de situation, mais comment faire comprendre la survenue? C'est très difficile à comprendre en fait, hein. Il y a des entrées dans la maladie qui se font à bas bruit, donc progressivement. Puis il y a des entrées dans la maladie qui se font de façon brutale. Je pense que Julien tout à l'heure parlait de symptômes positifs. Donc là, on voit. Quand c'est à bas bruit, des fois, c'est plus difficile tu l'illustres très bien aussi tout à l'heure. voilà, de prendre conscience. Et oui, il faut du temps pour apprivoiser tout ça. On ne peut pas l'éviter. Je crois qu'il y a quand même une dimension parfois
qu'on ne peut pas éviter. Oui, puis je pense aussi que malgré tout, comment dire, les problèmes psychiques, les difficultés psychiques, j'utiliserai plutôt ce terme, arrivent à beaucoup de monde, à tous les âges de la vie. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, un de nos frères ou sœurs peut avoir un trouble psychique, enfin une crise, une difficulté psychique énorme à un moment. Ça ne veut pas dire déjà qu'il est condamné à l'avoir toute sa vie. Euh, et, euh, et voilà, je pense qu'il faut accepter. En fait, je pense qu'on vit un peu enfin, c'est mon point de vue, hein, qu'on vit un peu dans un monde où il y aurait tout d'un coup que les gens normaux et puis de l'autre côté les gens qui sont pas normaux, alors qu'en fait, j'allais dire, on est tous pas normaux. Et donc voilà, je pense qu'il faut pas obligatoirement en faire une tragédie, accepter les difficultés que ça va apporter, mais il faut dire les choses et l'expliquer le plus simplement possible. Puis surtout, un épisode comme ça, une entrée dans la maladie, même grave, même intense, euh, ne dit rien de la suite, en fait. La suite, elle est ouverte, on ne la connaît pas. Et la suite, elle peut être très positive. Il y a quand même beaucoup, enfin, moi, comme je suis une vieille psy, j'ai rencontré beaucoup de personnes très malades, où vraiment, euh, on aurait pu imaginer des pronostics très négatifs. Et en fait, ben non, pas toujours. Hein. Donc, je crois qu'il faut quand même toujours garder la question enfin, d'ailleurs, les personnes malades le disent elles-mêmes, la question de l'espoir, elle est la base d'un possible mieux. Donc, C'est bien toute l'affaire du rétablissement dont on porte beaucoup à l'UNAFAM. Hein. Et aussi, il y a la possibilité de trouver un nouvel équilibre, dans le sens où, par exemple, moi, je vais parler de mon expérience personnelle, j'ai demandé un jour à un de mes frères qui vraiment passait par des hospitalisations, des crises, et qui serait considéré par certains comme un handicap grave. Et je lui ai demandé un jour, je ne sais même plus pourquoi, s'il était heureux. J'étais persuadé qu'il allait me dire à ce moment-là, non, ça va pas, je suis très malheureux, etc. Et non, il m'a dit, ouais, ça va, je suis heureux. Donc, alors, au début, ça m'a fait très plaisir, j'étais très content et j'étais très ému. Bon, après, j'étais très en colère parce que je me suis dit, il nous a tellement emmerdés, alors que finalement, il se considère comme heureux. Bon, je plaisante, hein, là, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, avoir un trouble psychique peut entraîner beaucoup de douleurs et de difficultés, mais c'est pas non plus une condamnation à vivre une vie de malheur toute sa vie. Voilà. Merci pour cette petite... c'est bien. Alors, il va falloir qu'on soit peut-être un tout petit peu plus rapide, les amis, sur les questions, parce que nous en avons beaucoup. Pardon, je me permets. Que dire à la fratrie sur le diagnostic? Qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, là, ça doit être un frère ou une sœur qui dit qu'il a fait l'expérience pendant 20 ans de parents qui minimisaient la maladie. Ouais. Bah, il y a un moment, il faut dire les choses. Hein. À partir, enfin, je trouve que la psychiatrie d'aujourd'hui, la psychiatrie contemporaine, elle se passe pas dans les lieux de soins, elle se passe dans les familles. On parle du virage ambulatoire, du virage domiciliaire. Bah, à partir du moment où on est là ensemble, on a besoin de comprendre ce qui se passe. Je crois qu'il y a un moment, il faut parler. Je pense aussi que quand la parole n'est pas là, la parole dont on a besoin n'est pas là, on la comble autrement et des fois c'est pire parce qu'on la comble avec des interprétations ou des choses qu'on va plaquer alors que quelque chose de clair, de juste apaiserait tout ça. Merci. Une question pour Julien. Est-ce que vous avez tenu vos frères malades au courant de vos participations au groupe de parole? Eh ben non. Non, non.
Je pense je pense pas que ça les dérangerait du tout. Mais je, c'est aussi peut-être pour pas obligatoirement essayer de leur parler de leur maladie, parce que ça les ramènerait un peu à leur statut de malade psychique. Donc, c'est pas quelque chose que je recherche. Après, s'ils me posaient la question, ça me poserait pas de problème de l'aborder. D'accord. Est-ce qu'ils disent s'ils vont dans un groupe de parole pour parler de Julien? Non. Voilà. Donc, c'est cette question de la réciprocité, je pense qu'elle est vraiment au cœur de la relation fraternelle. On a le droit aussi d'être libre les uns par rapport aux autres. Une question par rapport sur les crises, hein, peut-être vous avez tous les deux sans doute des choses à dire là-dessus. Quelqu'un qui dit que sa fille peut avoir des mots et des actes qui font plutôt peur à son petit frère, qu'elle ne sait pas trop en tant que maman si elle doit l'écarter ou pas. Comment faire en sorte qu'il soit plus empathique? Il a tendance à dire que... On ne peut pas être empathique quand on a très peur. Ça, c'est impossible de demander à un enfant d'être à la fois un enfant qui est témoin de choses qui lui font peur, et à juste titre, c'est compliqué d'être en même temps dans un mouvement empathique. Donc, oui, je crois qu'on sous-estime parfois la dimension traumatique que peuvent avoir le fait d'être témoin de crises psychotiques ou de crises de délire. Voilà. Il y a une dimension. J'accompagne en ce moment une jeune sœur qui a assisté à ça chez elle, et c'était avant l'été. Eh bien, elle n'arrivait plus à rentrer chez elle après le collège, en fait. Elle tournait dans le quartier pour être sûre qu'il y ait quelqu'un d'autre à la maison. Donc oui, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer que moi, j'ai absolument aucune nostalgie pour la psychiatrie d'avant, hein. Donc quand je dis ça, ça n'a rien à voir avec ça. Mais je dis juste qu'à partir du moment où on cohabite, on a besoin d'être considéré dans cette cohabitation. Pas faire comme si on n'était pas là. Et je pense que la psychiatrie, l'organisation du système de santé, ne prend absolument pas la mesure de ça. Hein. Je pense notamment à des rapports Laforcade en 2016. Enfin, j'ai souvent cette phrase en tête, mais qui dit le domicile doit être la règle, l'hôpital l'exception. Bon, d'accord. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe au domicile, et qui y vit, et qui ressent quoi, et qui a besoin de quoi? Pas juste décréter ça comme ça. Donc c'est un petit garçon, je crois, ouais, peut-être qu'il a besoin d'être écarté. Il faut lui demander. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus parce que j'ai pas d'expérience. Après, je dois dire que dans ma thèse, je travaille avec des fratries au complet, et je questionnais aussi celui qui était malade sur ses relations fraternelles. Et donc j'avais des fratries comme ça, et je me souviens d'une jeune sœur qui me disait qu'elle avait toujours vu que son frère malade se contenait jusqu'à ce qu'elle soit mise à l'écart. Voilà. Vous voyez la réciprocité. Pas croire que quand on est malade, on est juste passif par rapport à ce qu'on vit. Je pense qu'il y a des malades qui font beaucoup, beaucoup d'efforts pour ne pas peser sur leur famille. Il faut aussi le reconnaître, ça. Et voilà, donc il faut oser dire les choses, en fait. Si on a peur, on a peur. On a le droit d'avoir peur. Si on est en colère aussi. Et si on est content aussi. Et si on est content aussi. Une question qu'on a peut-être, merci Hélène, qu'on a peut-être déjà un peu abordée tout à l'heure. Comment gérer la culpabilité qui accompagne le diagnostic de son frère ou de sa sœur? La personne dit « je suis jumelle », et la question du pourquoi elle et pas moi ne m'a jamais quittée. On en a un peu parlé. Ouais.
ouais. C'est difficile. C'est la question de la fraternité. Pourquoi lui et pas moi? Je vous donnais tout à l'heure la définition la plus simple, enfin, plutôt la plus limitée, mais on pourrait dire que la belle définition de la fraternité, c'est reconnaître dans son frère ou sa sœur un semblable, et aussi qu'il me reconnaisse comme son semblable. Donc cette réciprocité. Et donc, oui, pourquoi lui ou elle et pas moi, c'est une question avec laquelle il faut arriver à vivre, mais il faut l'apaiser. Et peut-être qu'une démarche, j'allais dire, un peu comme la tienne, d'engagement, dans un groupe de parole, de coordination, d'essayer d'accompagner d'autres, ça peut aussi peut-être venir apaiser. C'est un Oui, exemple, hein. après, je pense qu'on peut s'apaiser sans obligatoirement Bien sûr. aller à un groupe de parole, mais déjà, je pense qu'effectivement, cette culpabilité, c'est extrêmement fréquent. Ouais. Je pense qu'en plus, quand on est jeune et qu'on fait face pour la première fois à tout ça, c'est tellement difficile que après, moi, de mon expérience, j'ai l'impression que cette culpabilité, généralement, avec le temps, peut-être, on a tendance à l'accepter ou en tout cas à mieux la vivre. Après, c'est pas une règle, mais et moi, enfin, ce que j'ai tendance à dire aussi, c'est que bah, d'abord, la vie, c'est aussi beaucoup de hasard. C'est pas parce que quelqu'un est malade ou a des troubles que c'est la faute de quelqu'un ou c'est même peut-être pas, c'est la faute de personne. En fait, c'est juste bah, la chimie du cerveau, plein de choses. Et ensuite, oui, se dire que si cette personne, c'est pas moi qui ai mis cette personne au monde. Voilà, je parle en tant que frère et sœur, hein. Donc moi, je considère que je ne suis pas responsable de la naissance de mes frères, de mes frères. Donc voilà, je peux essayer d'être la meilleure personne possible, mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, je respecte les gens, par exemple, qui n'ont pas envie de s'impliquer dans la vie de leur frère ou leur sœur. Mais voilà, se dire, bah, c'est pas sa responsabilité, c'est tombé sur lui ou sur elle. Effectivement, ça aurait pu tomber sur moi. C'est le hasard, c'est tout, je pense. Merci. Euh, une question peut-être pas très facile. Comment se positionner par rapport à son frère ou sa sœur qui a peur de rajouter une charge à ses parents? Je ne sais pas comment vous comprenez cette Là, c'est une question. question qui s'adresse plutôt aux parents. Alors, enfin, c'est un parent qui pose la question, j'imagine, Je non? ne sais pas. Non, par rapport Son à son... frère ou sa sœur. Non, c'est un Ok. frère ou sœur. Peur de rajouter une Euh, charge. Je ne suis pas sûre de tout à fait comprendre la question, moi, perso. comment se positionner par... Je sais pas si... Non, moi non plus, Non, je on va comprends prendre pas une autre trop. question. Enfin, je suis sûr elle est sûrement très claire, mais c'est peut-être la façon de On va ouais, prendre une formuler autre la question. On nous demande aussi s'il y a des techniques de communication efficaces pour stabiliser, voire améliorer la situation. Alors, la situation, c'est vaste, la situation. Ben ça, je pense que ça dépend vraiment des personnes et ça dépend de plein de facteurs de la situation de la famille. Enfin, je ne sais Ouais, pas ce que tu en penses, Hélène, pas facile de répondre à du ça. trouble de la personne, de la crise. Euh, Technique, non, je ne vois pas en termes de technique, mais être attentif à ce qu'on ressent, en tout cas, ça me paraît ne pas banaliser ce qu'on ressent, parce que souvent c'est ça qui fait que, enfin, dans les théories de la communication, en fait, les émotionnalités négatives montent. C'est parce que parfois on n'est pas attentif à soi-même. Donc, je dirais ça, mais je sais pas, peut-être pas la réponse qu'on attend. C'est peut-être un petit Ah, peu... Pardon, vas-y. ouais. Non, non, vas-y. C'est peut-être un petit peu différent, mais nous, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui se posent de comment on doit réagir par rapport à son frère ou sa sœur quand il délire. Alors, c'est peut-être pas une crise violente ou quoi que ce soit, hein, mais
Et il y a beaucoup de difficultés de comment réagir à ça. Est-ce qu'il faut essayer de raisonner la personne? Et je pense que c'est le premier réflexe qu'on va avoir face à une personne qui délire. Euh, Bon, évidemment, chacun trouve sa réponse, mais souvent on dit que c'est très difficile, voire contre-productif, d'essayer comment dire, de faire comprendre à la personne qu'elle est en train de délirer. Donc il faut à la fois, comment dire, que la personne qui délire ait l'impression d'être écoutée malgré tout. Il faut pas non plus comment dire, l'enfoncer ou l'enfoncer dans son délire. Donc il faut trouver la bonne distance, c'est pas facile. Chacun trouve sa manière ou pas. Moi, ce que je fais, mais ça marche pas malheureusement avec tout le monde, c'est que moi j'essaie de faire des blagues, mais il faut que le frère ou la sœur soit réceptif à ça, et c'est ça. pas toujours le cas. En fait, c'est très intéressant ce que tu dis, en fait. Je pense qu'il faut revenir au fraternel. Donc, si on est dans une fratrie où les blagues, ça marche, enfin, voilà, c'est quoi notre ordinaire, c'est quoi notre vie, voilà, essayer de faire un déplacement par rapport au délire. Donc, oui, si dans ta fratrie, on a l'habitude de se vanner, et ben, ça peut tout à fait marcher. Ça peut être aussi rassurer en disant bah, je suis ton frère, je suis ta sœur et je suis attentif à ce que tu me dis et j'essaye de comprendre. Ça ne veut pas dire que je comprends, mais j'essaye. Voilà, des fois, c'est juste revenir parfois sur la relation et pas sur essayer de contrer le délire. Voilà. Mais quand on dit, voilà, quand on dit revenir sur la relation, bah, en fait, c'est ça. Ça peut être un. En fait, il faut que ce soit quelque chose qui a un lien dans la relation. Si on tente une vanne dans une fratrie où Évidemment. jamais ça ne marchera pas. Voilà. Mais il faut pas, je pense, se focaliser sur ce délire. Il faut essayer de trouver d'autres sujets de conversation. Alors des fois, c'est pas facile, hein, pour ne pas que ce soit toujours parler du délire, du délire, du délire. Parfois, c'est vraiment être rassuré. Enfin, je pense, hein, quand on est vraiment dans une phase délirante, des fois, c'est être rassuré que l'autre est toujours là. Donc, juste dire. Ou écouter sans rien dire aussi. Voilà, ouais. Des fois, c'est juste ça qui. Bon. Mais ça, c'est difficile de répondre de façon générale à des questions comme ça. Tout ce qu'on dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. Absolument aussi. Des questions pratiques aussi. On nous demande pourquoi est-ce qu'il n'est pas proposé un accompagnement avec un psychologue des fratries. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas systématique non plus. Ça m'est arrivé, moi, de recevoir une fratrie au complet. Je pense notamment à une fratrie après le décès des parents, où ils avaient besoin de réfléchir à quelle organisation ils allaient mettre en place. Mais oui, ça c'est. Je trouve que c'est très intéressant. Alors, c'est pas un accompagnement au long cours, mais faire un point en fratrie, des thérapeutes familiaux peuvent le faire. Et à l'UNAFAM, on peut le faire. Une question, on revient sur l'éloignement possible. Comment s'éloigner quand un frère ou une sœur est isolé? Est-ce que ça peut être vécu comme une forme d'abandon? Ça peut. Ça peut. Je sais pas, Ça dépend peut-être de la relation qui préexistait. Ça peut. Tout dépend si cet éloignement, il est un mouvement de vie pour aller mieux, ou si c'est un mouvement de
Oui, ou s'il n'y a même pas ça. Actuellement, j'accompagne quelqu'un qui est parti en Amérique latine et qui est vraiment dans un mouvement de vie parce que proche, elle ne pouvait plus être en relation avec son frère et loin, ben, en fait, elle est tellement en train de reconstruire ça que lui est allé la voir là-bas. Donc, voilà, mais ça, c'est un long... Donc, non, ça peut être une forme d'abandon, mais pas toujours. Ça permet parfois de restaurer une forme de relation Mais, différemment. et enfin, quand bien même, là je vais être un peu provocateur, mais Mm. quand bien même il y aurait abandon, encore une fois, ayons conscience que vous n'avez pas, enfin, nous n'avons pas d'obligation légale vis-à-vis de notre frère ou notre sœur. Si on l'abandonnait, ben, en fait, ça serait juste une question de quel est vous, votre rapport, enfin, quel est notre rapport à notre frère ou notre sœur. Je pense qu'on ne peut pas blâmer un frère ou une sœur qui prend de la distance vis-à-vis de son frère ou de ses sœurs malades. Par contre, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il faut que les frères ou les sœurs qui aident leurs proches malades aient conscience qu'ils font un acte, comment dire, plus que ce qu'on leur a demandé, et que du coup, il faut qu'ils soient, comment dire, fiers de ce qu'ils font, fiers d'aider. Et là, je m'adresse aussi aux parents, par exemple. Moi, je sais que ce qui m'aide beaucoup en tant qu'aidant, c'est que j'ai la chance énorme d'être dans une famille où on me montre de la gratitude. C'est-à-dire que je sens, alors il l'exprime souvent de façon très maladroite, mais mes frères, mes parents me montrent qu'ils me sont reconnaissants de l'aide que je peux leur apporter. Et du coup, là, je m'adresse aux parents, je pense qu'il faut être vraiment vigilant à ce que euh, le frère ou la sœur qui n'est pas malade, lui montrer ne serait-ce que de la gratitude pour ce qu'il fait, ne pas croire que parce que il est frère ou sœur, il a l'obligation de s'occuper de son frère ou sa sœur. S'il le fait, eh ben, il faut lui montrer qu'on est reconnaissant. Et s'il ne le fait pas, ben, je pense que c'est un choix qui doit être respecté aussi. Oui. Une des questions pratiques, comment trouver et s'inscrire à un groupe de parole UNAFAM ou non? Alors, on va déjà vous parler de celui UNAFAM. Rien de plus simple, il vous suffit de contacter nos délégations départementales. Donc, il y a eu une délégation UNAFAM par département avec des points d'accueil de proximité, donc c'est-à-dire qu'il y a plus de points d'accueil que de délégations, c'est ça que ça dit. Vous trouvez tous les liens sur notre site internet, on vous donnera l'adresse de notre site internet si vous ne la connaissez pas tout à l'heure en fin de webinaire. Donc ça, c'est très facile. Il n'y a pas forcément un groupe fratrie dans chaque délégation, mais ça vaut le coup de demander et de voir. Et il y en a de toute façon au moins un par région, ça c'est sûr. Une autre question à laquelle je peux vous répondre moi directement, enfin en tout cas une partie, pardon. La fratrie doit-elle se former pour être un meilleur aidant? Et je me rends compte en lisant la question, pardon, que je ne me suis pas présentée, je m'en excuse. Moi je suis Sophie Dagbert et je suis directrice formation à l'UNAFAM. Donc la partie formation, je vais vous en parler un petit peu. On a développé à l'UNAFAM un certain nombre de formations en présentiel, en distanciel. Quand je dis distanciel, c'est à la fois des parties visio, mais aussi beaucoup de e-learning. On vous donnera aussi tous ces liens en fin de webinaire parce qu'on est bien sûr tout à fait convaincus que plus on en sait, au moins sur les manifestations de la maladie, comment est-ce qu'on peut... ça permet aussi beaucoup pas que, mais de prendre du recul, d'ajuster cette relation dont on parlait aussi, c'est-à-dire que mieux on est informé, plus on va trouver facilement sa place. Enfin, c'est très caricatural aussi ce que je dis, mais je crois que ça peut aider. Je pense que là, il y a un double mouvement en fait. Il y a comprendre ce que vit son frère ou sa sœur, et donc c'est objectif, voilà, il a une maladie.
et comprendre ce que soi-même on vit, ce que soi-même on éprouve à ses côtés. Et ça, c'est plus subjectif. Donc, je pense qu'il y a vraiment ces deux mouvements-là qui font avancer. En fait. C'est pas juste de l'information sur l'autre, en fait. C'est qu'est-ce que cette information sur l'autre va me faire à moi? Comment je vis avec ça? Et je rebondis là-dessus. Moi, je sais qu'il y a un truc auquel je crois beaucoup, c'est que quand on est aidant, en général, qu'on soit frère ou sœur ou parent même, c'est qu'en fait, ce qui, je pense, peut aider, c'est de se mettre des obligations de moyens, ceux qu'on veut se mettre, dans les limites qu'on veut se mettre, et pas des obligations de résultats. C'est-à-dire que il faut aider dans la mesure où on veut, on peut, euh, mais ne pas se dire que parce qu'on se donne ces moyens-là, on va réussir à obtenir un résultat et surtout on va réussir à sauver la personne ou quoi que ce soit. Parce que sinon, c'est une grande déception qui risque de nous attendre très souvent. Une question, comment rester à sa place de frère ou sœur quand un des parents démissionne de sa responsabilité de parent ou est dans le déni de la pathologie? Une question complexe, hein. Oui, et Il n'y a pas d'obligation, comme tu disais. en fait, le truc, c'est que, encore une fois, je pense que là, je vais être vraiment provocateur aussi. Je pense que les parents doivent comprendre qu'ils font aussi partie de la problématique et que c'est pas juste ah, je dois, comment dire, faire que mon enfant, mais que mes deux enfants s'entendent bien malgré la maladie, etc. Ils doivent comprendre qu'eux aussi, ils font partie d'une espèce de triangle. Et oui, donc il y a aussi effectivement des grandes frustrations de certains frères et sœurs quand il y a un des parents qui, soit qui est dans le déni ou qui démissionne. Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas vraiment. Enfin, moi, j'ai pas de solution, de réponse évidente, mais en tout cas, il faut avoir conscience que les parents font partie de l'équation. Et voilà. C'est sûr que la solidarité familiale est moins lourde si chacun prend sa part. Mais il arrive que les familles s'éloignent et qu'il reste une personne près de celui qui est malade. Voilà, on peut, bon, après, voilà, moi, j'ai du mal à aller plus loin sur des questions comme ça parce que je pense qu'il y a tout le contexte autour et c'est vraiment compliqué. Individuellement, on pourrait creuser un petit peu. Et je pense que c'est malheureusement difficile d'attendre que toute une famille, que tous les membres d'une famille vont s'être unis et sur la même longueur d'onde et vont rester soudés face à aux difficultés de l'un de leurs membres. Et malheureusement, c'est rarement le cas, enfin, moi, de mon expérience. Et donc, il faut essayer de faire avec et de trouver un équilibre quand on peut, quoi. Que faire en cas de jalousie du frère qui ressent un traitement différent vis-à-vis de la sœur malade? On est vraiment au cœur de... La jalousie, c'est le sentiment éminemment fraternel. Alors, je crois qu'il ne faut pas tout voir à travers le prisme de la maladie. Est-ce que cette jalousie ne serait pas là, même en dehors de ce contexte-là? Donc, la jalousie, en fait, les parents de fratries jeunes vont essayer de réguler. Ça se passe pas trop mal dans ce groupe fraternel, voire. Mais après, à l'âge adulte, bah,
C'est plus le moment où on peut réguler, en fait, hein. C'est pas là-dessus qu'on peut intervenir. Je pense que aussi il y a sans doute que la jalousie est un sentiment très puissant. Il y a la jalousie et l'empathie, hein, Oui, pour pas mettre que du côté. bien sûr, bien sûr. Mais ce qui fait qu'on peut être jaloux, c'est justement parce qu'on est fabriqué un peu pareil, hein. Il y a un auteur qui parle de chair, de fratrie, CHAIR. Voilà, donc il faut se dépatouiller de tout ça. Donc à la fois, ça fait qu'on peut être en compète, et à la fois, ça fait qu'on peut être très fortement comprendre l'autre, puisqu'on est constitué de la même chose. C'est-à-dire pas uniquement de neurones, enfin sur le plan génétique, mais aussi de souvenirs en commun, d'émotions en commun, d'histoires en commun. Voilà, c'est aussi tout ça ce qui fait cette chair de fratrie. Et aussi, il y a les sentiments qu'un enfant peut avoir vis-à-vis de son frère ou de sa sœur malade, et il y a aussi le sentiment qu'un frère ou un enfant peut avoir vis-à-vis de son frère ou sa sœur qui n'est pas malade. C'est-à-dire que euh, dans le cas où il y a plusieurs enfants, euh, oui, c'est très souvent où l'un des enfants va porter, pour une raison X ou Y, un peu son frère ou sa sœur malade. Un autre qui, pour une raison X ou Y, qui n'est pas d'ailleurs obligatoirement une raison négative, hein, mais lui aura pris de la distance et ça va aussi beaucoup impacter la relation entre ces deux frères et sœurs bien portants, entre guillemets. Euh, et là, il peut y avoir aussi de la jalousie. Donc, c'est vraiment pas que centré sur l'enfant malade. Une question sur l'après-soi dont on parlait tout à l'heure. Comment préparer la fratrie à la disparition des parents si la fratrie a été protégée peut-être enfin, parce que les parents ont pris en charge le frère ou la sœur. En intégrant les frères et sœurs et surtout celui qui est malade. Euh, et, et en admettant que ce ne sera pas tout à fait la même chose. Moi, je pense qu'il y a deux aspects. Je pense qu'il y a un aspect très concret sur lequel les parents peuvent vraiment jouer, c'est-à-dire essayer de préparer leur décès, c'est-à-dire organiser les choses en amont et ne pas faire comme si en fait je suis immortel et ça va jamais m'arriver. Donc déjà, je pense que ça peut soulager un peu tout le monde. Surtout quand les relations sont difficiles entre les frères et les sœurs. D'ailleurs, ça vaut le coup dans toutes les familles, même quand il n'y a pas de trouble. Et après, je pense que c'est très difficile. C'est la source vraiment de beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Euh, et je pense que souvent le décès d'un des parents va être un choc très fort qui va un peu chambouler et comment dire, redistribuer un peu les cartes. Pas obligatoirement, enfin là je parle pas de mon expérience parce que j'ai pas encore eu cette expérience, mais apparemment pas obligatoirement de façon négative. Des fois il y a des équilibres qui se trouvent après la disparition d'un des parents ou des deux parents. Donc faut pas croire que ça va être le déluge et l'apocalypse. Mais effectivement, il faut essayer d'en parler. Je pense qu'il faut en parler avec ses enfants. Faut, faut pas faire comme si ça n'arrivera jamais. Et il faut essayer de rassurer parce que je pense que euh, il faut que les parents rassurent les enfants. Et il faut aussi que les frères et sœurs essayent, s'ils peuvent communiquer, d'en parler entre eux pour se rassurer l'un l'autre. Parce qu'il y a la chose quand ça arrive, mais il y a aussi l'anticipation qui est très anxiogène, alors qu'en fait, finalement, on ne peut rien contrôler, quoi. Donc, il vaut mieux avoir un dialogue, se dire, on sera là l'un pour l'autre, on en parlera,
et déjà ça peut essayer d'apaiser un petit peu ces préoccupations. Oui, mais ce sera pas de la même façon. Sans doute. Tu veux dire l'accompagnement de la personne malade? Ah oui. Oui, bien sûr. Et justement, ce sera dans cette relation de réciprocité. Je suis pas obligée de faire ça pour toi. Donc, si tu veux que je le fasse, il faut aussi que ça fonctionne dans les deux sens. Et c'est là où assez souvent, on voit que finalement, il se passe des choses intéressantes. Oui, Donc, c'est pour ça que je dis, pourquoi pas intégrer cette question-là bien avant. Parce que, bon, on parle souvent du rapport aidant-aidé, mais alors du coup, aidant, ça veut dire un super actif et l'aider, un super passif. Ben non, je pense que ça peut tout à fait. Je veux dire, celui qui est malade peut avoir des idées sur comment il faudrait que ça se passe. Donc c'est intéressant aussi de réfléchir ça. Voilà. et je pense qu'on a tous tendance aussi, peut-être, de façon générale, hein, à voir aussi, par exemple, les personnes qui ont un trouble psychique, un peu comme des personnes monolithiques qui évolueraient pas, alors que elles peuvent évoluer en bien ou en mal, et elles peuvent aussi s'adapter à des nouvelles situations. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, hein, mais il ne faut pas croire qu'il n'y a que nous qui pouvons sauver et faire évoluer les gens. Eux aussi, ils peuvent essayer de chercher leur équilibre. Voilà. Merci. On s'approche de la fin de ce webinaire. Je voulais vous livrer peut-être un témoignage de porteur d'espoir qu'on a reçu. Quelqu'un nous dit que chez nous, une jeune adulte de 20 ans qui s'est saisie d'un accompagnement récemment, euh, même si elle n'est pas diagnostiquée, et une jeune petite sœur de 11 ans, parfois démunie devant sa sœur, ses propos, son comportement. La petite fait preuve de beaucoup de sagesse, ils en parlent en famille, et que le traitement pris soulage la grande, la petite, les parents, et que finalement, il y a des sourires qui sont revenus sur les visages, et qu'elle souhaite ça à tout le monde. Voilà, donc ça, c'était le petit témoignage d'espoir de cette fin de webinaire. Est-ce que vous voudriez, est-ce que vous auriez des choses à compléter, des choses que vous auriez encore envie de partager Bah, moi, juste pour conclure à mon niveau, là, je m'adresse plutôt aux parents. Je pense que vraiment, c'est important de ne pas cacher les choses à son enfant. Après, il faut savoir comment les exprimer, etc. Mais en fait, il faut pas se dire je vais, enfin, à mon avis, il ne faut pas se dire je vais la surprotéger, enfin, je vais lui éviter tout ça, je veux pas que ça l'attriste, ou je veux pas que ça l'inquiète, ou je veux pas que ça l'impacte dans sa vie, donc je vais la séparer un peu, ou je vais l'éloigner de tout ça. Je pense que la personne, elle en souffrira aussi si elle n'est pas au courant, elle va s'imaginer des choses, elle sera peut-être négative. Donc, je pense qu'il faut incorporer ça dans la vie. Le trouble psychique fait partie de la vie, fait partie de la vie d'une famille, et essayer de le vivre le mieux possible. Voilà. Même si c'est Merci, pas Julien. facile. Merci. Hélène, peut-être Ben non, mais je vais tout à fait dans le sens de Julien. En fait, c'est difficile, c'est douloureux. Parfois, ça tétanise. Et en fait, l'amélioration vient toujours du mouvement, en fait, de la vie. D'accepter les changements, d'accepter ce qui arrive et d'accepter du coup que on peut s'éloigner, revenir, se disputer, se réconcilier. Et que c'est voilà, c'est ça aussi qui fait la fratrie en fait. Ça marcherait comme ça s'il n'y avait pas la maladie. Donc il ne faudrait pas que la maladie vienne empêcher tous ces mouvements fraternels. merci Hélène. Nous allons conclure ce webinaire qui a été enregistré. Donc, je sais que vous êtes quelques-uns à nous demander s'il y aura un replay. On va essayer de faire en sorte de pouvoir vous le diffuser. Je ne sais pas encore exactement comment, mais on va regarder ça, promis. Vous donner quelques ressources aussi complémentaires qu'on vous postera là dans le chat.
vous dire qu'on a un site internet tout riche à l'UNAFAM, une page dédiée aussi vous allez trouver plein d'informations sur les formations que nous proposons, présentielles, en e-learning, dont je vous ai parlé. Les informations, donc les contacts des délégations pour trouver les groupes de parole, fratrie, qui vous intéressent. Vous dire également qu'il y a une ligne d'écoute qui est anonyme et gratuite à l'UNAFAM, qui est composée il y a des psychologues qui répondent à vos questions, aussi diverses que variées. Le numéro sera dans le chat. On a des permanences spécifiques également qui peuvent vous intéresser. Je pense à des assistantes sociales, un psychiatre, un référent école également, puisque forcément, il peut y avoir aussi des impacts sur l'apprentissage dont parlait tout à l'heure Hélène. Ces permanences spécifiques, il faut appeler le standard de l'UNAFAM. Le numéro sera aussi, c'est un numéro unique. Le standard de l'UNAFAM vous sera donné dans le chat. Et puis, voilà, j'espère que je n'ai rien oublié dans ces informations précieuses à vous délivrer. Vous donner aussi la date peut-être de notre prochain webinaire qui sera le 7 novembre avec un thème assez différent, plutôt sur le décrochage scolaire de personnes en situation de handicap psychique et surtout sur comment raccrocher. C'est ça, et parce qu'il y a plein de solutions possibles. Donc, c'est aussi ça ce qui sera essentiel dans cette thématique-là. Je remercie Julien et Hélène, bien sûr, pour vos contributions. Et puis, merci à tous et on espère que vous avez passé un bon moment et qu'on a essayé d'apporter le plus de réponses possibles à vos questions. Et nous vous souhaitons une belle soirée. Merci. Belle soirée. Merci, au revoir.